Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Patrick Roger. Mettez-vous d'accord jusqu'à 10h donc avec nos débatteurs. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Valérie Expert sera là de retour demain, c'était prévu. Bon, alors nous allons parler avec Christine Bouillot ce matin, correspondante à Toulouse pour Sud Radio, tout le Grand Sud-Ouest. Bonjour ma chère Christine. Et bonjour Patrick, bonjour à tous. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE. Comment on dit ? Oui, c'est ça, le Conseil économique. Ancien membre de plein de trucs. Oui, ancien membre de plein de trucs. Oui, c'est ça. Notamment aussi, bien sûr, élu et écolo, bien sûr. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour. Patrick. Et David Margueritte, qui est vice-président de la région Normandie, président de l'agglomération du Cotentin. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler des maires ruraux qui craquent à cause de la violence, d'un grand découragement, comme le dit le Figaro ce matin. Violence, bureaucratie, immigration. Il y a un grand découragement de beaucoup de maires de France, mais on va pas parler que de ça. Les finances publiques aussi. Est-ce qu'il faut vraiment engager une traque sur les arrêts maladie dits de complaisance pour faire des économies? Emmanuel Macron va-t-il se réconcilier avec Giorgia Meloni? Est-ce qu'il faut le faire d'ailleurs pour restaurer un peu nos relations avec l'Italie? Et puis il y a le match Bertrand-Philippe qui tente de s'installer là pour 2027. Il y a Laurent Wauquiez en plus, il y en a d'autres, enfin à droite, mais tout de même, puisqu'il y a une interview, et il y a ce matin un portrait dans le Figaro aussi de Xavier Bertrand, et puis il y a eu l'interview d'Édouard Philippe la semaine dernière dans l'Express. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous ne l'avez pas lu, regardez-la, parce qu'elle est intéressante. Si ce n'était pas écrit Édouard Philippe, on pourrait croire que c'est du Rassemblement national. La plupart, en fait, des thèmes qui sont abordés, la façon dont ils sont abordés, ressemble beaucoup à ce qui est dit par le Rassemblement national depuis des années, sans aucun jugement de valeur. Et puis il y a l'agression aussi de Bordeaux. On va commencer d'ailleurs sur les coups de cœur et les coups de gueule, et on en parlera d'ailleurs peut-être avec Christine Bouillot dans un instant. Nicolas Corato, vous c'est un coup de cœur pour l'initiative Ruffin-Lucas sur les vacances. Oui, expliquez-nous. Oui, c'est une tribune et une initiative qui a été publiée hier dans le journal du dimanche. Avant-hier même, parce que nous sommes mardi. Mais je suis déjà en vacances. Je suis déjà en vacances, Patrick. Qui soulève un sujet dont on parle assez peu, qui est finalement le droit aux vacances et aux loisirs. Alors je sais que c'est pas nécessairement très populaire à une époque où on valorise énormément la valeur travail, mais Benjamin Lucas et François Ruffin, notamment plusieurs députés de gauche, mettent en avant qu'en France, cette année, 40% des ménages français ne partiront pas en vacances. C'est 3% de plus que l'année dernière. Ça fait 3 millions d'enfants qui resteront dans leur village, dans leur cité, à côté de leur lieu de scolarité fermé, et qui seront parfois livrés à eux-mêmes. Donc, c'est une demande d'une mise en place d'une véritable politique publique de ce temps qui est consacré aussi à la culture, au développement personnel, à l'émancipation. Et dans cette tribune, il y a plusieurs propositions très concrètes, notamment l'idée de rendre la formation au BAFA gratuite, parce qu'on cherche désespérément des animateurs pour faire des colonies. Je crois qu'il y a les collectivités locales qui s'engagent beaucoup dans l'idée de financer des colonies de vacances, mais qui ne trouvent plus de jeunes pour les encadrer. Ça pose des véritables difficultés. On sait que les colonies de vacances aujourd'hui, c'est pour beaucoup de familles la seule solution pour envoyer les gamins en vacances. Et puis aussi, qui pose des questions, notamment à la SNCF, sur la mise en place de billets vraiment réduits, parce que quand on regarde les prix des billets que nous propose notre entreprise publique de transport ferroviaire pour partir en vacances, on se dit qu'effectivement c'est compliqué pour beaucoup de familles, ne serait-ce que de faire 100 km en train pour prendre un polaire. Ah bah surtout c'est cher quoi. Dernier point, un point sur les péages, puisqu'effectivement leur proposition c'est aussi d'avoir des prix dégressifs sur les péages. Aujourd'hui, si on va chez Jean-Luc Benamias à Marseille en partant de Paris, ça coûte plusieurs heures. Ça coûte plusieurs heures de travail d'un ouvrier ou d'un employé, ne serait-ce que pour payer le coût du péage. Donc effectivement, c'est un appel à un choc de politique publique pour que ces enfants et leurs familles puissent aussi bénéficier d'un temps de loisir dont on a tous besoin. Oui, mais c'est vrai que dans les colonies de vacances, c'est difficile aujourd'hui, et il y a de moins en moins de jeunes qui s'engagent pour le BAFA. Christine Bouillot, vous suivez beaucoup ça? Oui, je voulais réagir. Non, c'est une proposition, alors qu'on résoudra pas nous ici à Sud Radio, mais plutôt que de proposer un SNU aux élèves de seconde dans le temps scolaire, on devrait plutôt les inciter à passer le BAFA, qui est un vrai diplôme de cohésion, de travail, d'autant plus que ça coûte cher, ça coûte près de 500 € par famille, donc c'est par enfant, par jeune qui
souhaitent le passer. C'est un vrai diplôme qui peut donner un vrai métier derrière. Et c'est quand même 4 semaines de formation. Et donc, ça répondrait effectivement à un besoin, parce que quand on passe le BAFA, on apprend les règles de vie en communauté, de s'occuper des autres. On est utile à la société. Et d'autant plus que quand on n'a pas 18 ans, c'est difficile de devenir animateur d'une colonie de vacances et d'un centre de loisirs. Ouais. Donc, c'est des vrais sujets. Donc, peut-être que c'est aussi intéressant de creuser ce sujet-là. Je pense que les régions, je ne sais pas, du côté de la Normandie, on aide les jeunes à passer le BAFA. Je ne sais pas. Oui. Alors, David Marguerite. Oui, il y a des incitations, des aides. Alors, je trouve que ce coup de cœur est très juste, je le partage, mais il pose aussi la question de la valeur travail, en effet, et la difficulté de recruter dans nos centres de vacances. Moi, je préside aussi l'office de tourisme du Cotentin, et pour la 2e année consécutive, ça devient très dur de recruter des jeunes, alors que c'était quand même avant l'emploi saisonnier qui était le plus prisé pendant les vacances. On a de plus en plus de jeunes qui nous expliquent qu'ils sont d'accord, mais pour 3 semaines, pour 4 semaines, mais pas pour les 2 mois, ce qui quand même est extrêmement compliqué de gérer les plannings dans ces conditions, et ça pose des vraies questions, parce que on va dire les choses. Avant, c'était plutôt les boulots qu'on avait par piston. Il y avait une liste d'attente qui était extrêmement forte. Et là, au mois d'avril-mai, on n'avait pas encore rempli. C'était très compliqué. Donc voilà, c'est un témoignage qui montre quand même que le coup de cœur sur les loisirs est juste. Et en effet, c'est pas acceptable qu'il y ait autant de gens qui puissent pas partir en vacances, mais que derrière, il faut pouvoir les accueillir. Et ça pose la question du rapport au travail. Jean-Luc Benamias. Cette demande est très juste. Oui. Mais c'est tout le problème aujourd'hui de la situation de l'éducation populaire, des associations d'éducation populaire, de ceux qui construisaient après 1945 à peu près, pour être clair, tout ce qui était le fait d'aider au départ en vacances, que ce soit d'ailleurs pour les adultes ou pour les adolescents et les enfants. Il y a un problème de statut par rapport à tout cela. Il y a un problème. Alors je dis pas que c'est simple de mettre des statuts, parce que c'est des emplois précaires, évidemment. Mais il y a un problème de statut, et donc effectivement d'arriver à faire prendre 2 mois de travail, ça veut dire qu'ils ne prennent pas de vacances. Il y a une complexité par rapport. Mais auparavant, c'était pour financer les études. Je suis d'accord. C'est le même problème. Vous allez voir, je vais loin. Comment on soutient, et j'aime bien ce qu'a dit Christine sur le SNU. On devrait plutôt soutenir l'idée de service civique, et pour moi payer horairement au SMIC. Ça veut dire que si on fait 20 heures, on est payé sur 20 heures, mais au SMIC. Déclaré par rapport à la retraite. C'est-à-dire de vrais statuts qui aident toute l'éducation populaire à exister réellement. C'est à retravailler. Moi, je fais confiance aux associations d'éducation populaire, et je vais même plus loin. Je fais confiance au scoutisme régulier, c'est-à-dire au scoutisme catholique, au scoutisme protestant, juif, laïque, qui existe, mais qui n'est pas assez soutenu. Et parce que là, il y a beaucoup de bénévolat aussi. Et ils ont les mêmes difficultés. Encore plus puisque c'est bénévole. Donc voilà, un redressement complet et une récréation complète de l'éducation populaire. Il faudrait probablement une politique de la jeunesse en fait à ce niveau-là, puisque là on parle beaucoup de la jeunesse notamment, qui regroupe effectivement tout ça, quoi. Un jour on parle du service civique, service national universel, etc. Le service national universel est de mon point de vue une véritable aberration. Soit on développe le service civique, et rien n'empêche au service civique de faire l'armée, la gendarmerie, les pompiers. Mais dire, comme le dit cette ministre, qui le dit souvent sur Sud Radio, entre autres, mais on est dans un autre monde. C'est-à-dire, elle emploie à tout bout de champ ce mot de patriote. J'ai rien contre le mot patriote, mais enfin, c'est pas des valeurs. Les valeurs fondamentales, c'est les valeurs d'éducation civique, c'est les valeurs de. Oui, mais ce sont aussi des valeurs républicaines. Aussi, et alors, quand même. Non parce que pour les valeurs. Parce que dans beaucoup de quartiers, pardon, Jean-Luc Benamias, mais je ne sais pas si vous y allez, dans beaucoup de quartiers. Je suis né à Montreuil. Oui, mais enfin bon, attendez, mais bien sûr, mais il n'y a pas que Montreuil, mais aujourd'hui, les valeurs républicaines ont parfois disparu, hein. Non, mais qu'il y ait un problème de valeurs républicaines et qu'on ait à redéfinir, et c'est pour ça que je reviens à l'idée de l'éducation populaire, c'est où on apprend tout cela, dans l'éducation populaire, en partant en colonie de vacances, en partant dans différents camps. Dites donc, mon cher Nicolas, vous avez lancé un gros sujet là. Merci, merci de votre intérêt. Patrick, vous parliez notamment des valeurs républicaines. Dans cette tribune, il y a un point très intéressant. Alors, on sent bien la patte de Ruffin qui dit, mais on parle beaucoup d'identité nationale ou de culture française. Comment on peut connaître la France quand on n'a pas quitté sa cité, quand on n'a jamais quitté son village, quand on n'a jamais découvert les paysages de France, les patrimoines culturels, les patrimoines historiques? Effectivement, je pense qu'il y a des politiques publiques qui peuvent aussi nous permettre d'avancer sur ces sujets-là. Non, mais ça, c'est un vrai. Je vais plus loin. Quand on est perdu en sortant de sa cité.
Quand la cité est le seul lieu où on est reconnu et on a une connaissance d'un endroit. Mais on est perdu en sortant. Ouais. Non, mais c'est vrai, et sans faire parfois des dizaines et des centaines de kilomètres, mais c'est vrai que dans ce cadre d'un grand service, je sais pas comment on peut l'appeler, mais on pourrait faire découvrir la France, quoi, aussi bien sûr les métiers, énormément de choses, quoi, parce qu'il y a des gamins de cité qui ne connaissent effectivement rien. Moi, j'en connais en région parisienne qui habitent à 10 km de la Tour Eiffel et qui n'ont quasiment jamais vu en réalité la Tour Eiffel. Parce qu'ils ne viennent pas, parce qu'ils ne sortent pas de leur cité. Christine, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est qu'au-delà de tous les dispositifs qu'on peut imaginer autour du service civique, autour du SNU, allez, le BAFA, c'est pas un dispositif. Hein. Le BAFA, je rappelle, c'est un diplôme. Hein. C'est quelque chose qui ouvre parfois la voie à des vocations et à des aventures humaines qui sont formidables. C'est simplement qui va encadrer tout ça, parce que c'est bien joli de leur dire on va faire ça, mais déjà que c'est difficile on va dire dans le fonctionnement global d'encadrer cette jeunesse qui est bouillonnante, qui vit une révolution à la fois technologique, culturelle et environnementale, de trouver des gens qui sont compétents pour les encadrer. Donc si on déshabille Paul pour trouver Jacques, pour essayer je trouve on empile les dispositifs, Patrick, empile les dispositifs, pardonnez-moi, mais sur le terrain c'est compliqué de les mettre en place. Et des gens de qualité, je le rappelle. Si vous voulez pas que les mômes fassent des bêtises, mettez des adultes, mettez des gens en face d'eux. Oui, des adultes, des étudiants aussi, bien sûr, qui sont en 4e, 5e année, évidemment, qui peuvent aussi se payer et se financer une partie de leurs études. Mais tout ça, on a un peu oublié aussi. Ça a été annulé dans les années 80. Les étudiants qui faisaient l'aide au niveau scolaire étaient pour moi vraiment, c'était basique. Et de c'est une bonne chose, quoi, non ? Complète. Et de cela, on pouvait devenir animateur à côté. Allez, on va poursuivre dans un instant parce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment. On va réagir, on va revenir aussi tout à l'heure sur l'agression là du côté de Bordeaux, mais on va parler aussi de la dissolution des soulèvements de la terre et puis de beaucoup d'autres sujets. Vous allez voir, il est 9h15 sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Patrick Roger. Christine Bouillot, mettez-vous d'accord, Jean-Luc Benamias, Nicolas Corato et David Marguerite, vice-président de la région Normandie, président de l'agglomération du Cotentin. Nous avons beaucoup disserté tout à l'heure sur la jeunesse. Est-ce qu'il faut mettre un nouveau service en place, etc. Enfin, pensez en tout cas à tous ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Il n'y a pas que la jeunesse d'ailleurs, bien sûr, comme l'évoquait Nicolas Corato tout à l'heure. Coup de gueule maintenant. C'était un coup de cœur là, mais coup de gueule maintenant. Jean-Luc Benamias, sur la dissolution des soulèvements de la terre, ce mouvement qu'on considère comme être violent tout de même. Ça n'a pas de sens. Qu'il y ait des gens qui manifestent, qu'ils soient violents. Une infime partie, mais qu'ils soient violents. C'est une évidence. Maintenant, c'est quoi le soulèvement de la terre? C'est plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de milliers de personnes. C'est plusieurs milliers d'associations. Alors je vais vous donner quelques noms. La Confédération paysanne, syndicat paysan qui représente 20-25% des paysans en France. J'ai regardé tout à l'heure la Fondation Daniel Mitterrand. Entre autres, hein, je ne vais pas tous vous les citer, un certain nombre d'associations écologistes diverses et variées. Mais dissoudre ça n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire que peut-être qu'ils le feront demain au Conseil des ministres. Ça n'empêchera en rien que ce mouvement s'appellera sans doute autrement, puisque ces centaines d'associations, ces milliers de personnes, dont 90% quand ils manifestent sont d'un pacifisme total, je vais même dire 95%, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que dans la période dans laquelle nous vivons, où tout le monde reconnaît maintenant que le changement climatique est vraiment totalement prégnant, hein, je disais encore ce matin que avant la fin du 21e siècle, tous les différents glaciers, notamment d'Himalaya, risquent à 80% d'être totalement ils auront totalement fondu. Bon, on est bien dans une urgence. Donc le soulèvement de la terre, en dehors de ces parties minoritaires extrêmement violentes, c'est l'ensemble de tous ces mouvements. Donc ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Et pourtant, alors David Marguerite. Pour moi, ça a du sens. Là, je suis pas du tout d'accord. C'est pas grave. L'émission s'appelle Mettez-vous d'accord. Je ne suis pas souvent d'accord avec le gouvernement, mais là, je trouve en effet que les images que l'on voit sur ce mouvement sont effrayantes. Enfin, ils ont quand même. On peut pas nier la violence. L'urgence ne justifie pas d'ailleurs la violence. Quand on voit ce à quoi on assiste, d'ailleurs, je suis pas convaincu que les pratiques militantes
violente justifie, enfin soit en tout cas de nature à aider la cause qu'ils prétendent défendre, bien au contraire. Donc moi je crois en effet qu'il faut dissoudre. L'argument selon lequel ils vont renaître sous d'autres formes, on peut l'utiliser à peu près pour toute structure qui fait l'objet d'une dissolution. Mais je pense en effet que de montrer qu'à un moment ça suffit, que la technique du harcèlement à l'égard des agriculteurs, que les faits de violence auxquels on assiste, ça peut pas continuer, et que l'écologie, quand bien même c'est une urgence, ne justifie pas tout. Oui, en effet, c'est une mesure de bon sens qu'il faut prendre et rapidement, et d'ailleurs pour aider les militants sincères de la cause écologique. Nicolas Corato et Christine. Oui, moi, je suis inquiet par la multiplication des menaces de dissolution proférées par le gouvernement et l'exécutif à l'égard d'associations. On se souvient des attaques de M. Darmanin contre la Ligue des droits de l'homme il y a quelques mois. Quelles que soient les orientations politiques de ces associations, moi je m'inquiète qu'on prenne des responsabilités individuelles de quelques dizaines d'individus et qu'on remonte à une responsabilité collective pour dissoudre une association. Je rappelle qu'en France, depuis la loi de 1901, la liberté d'association a la valeur constitutionnelle. Et donc il faut des faits extrêmement graves pour dissoudre des associations. Et on le sait très bien, puisque Jean-Luc pourrait en témoigner, dissoudre par exemple une association d'extrême droite qui profère des incitations à la haine, c'est extrêmement compliqué. Et c'est extrêmement compliqué parce que la loi de 1901, elle est extrêmement protectrice de la liberté d'association. Et je suis un peu étonné que ce gouvernement, qui se dit libéral, finalement multiplie les mises en cause de l'existence de plusieurs associations, encore une fois, quel que soit leur champ politique. Il y a une dérive juridique qu'il faut qu'on regarde précisément. Oui, Christine Bouillot, commentaire. Oui, déjà, effectivement, comme dit Nicolas, il y a une complexité juridique qui fait que le dossier, ça fait longtemps qu'il est sur la table. Du côté du gouvernement, après les soulèvements de la terre, comme c'est pas une association en tant que telle, c'est un regroupement d'associations. Oui, je ne sais pas très bien quelle va être la faille juridique que le gouvernement va trouver en présentant demain au Conseil des ministres cette proposition de dissolution. De dissolution de quoi? De quelque chose qui se revendique, enfin, de toute une masse d'associations qui, de toute façon, certaines ont déjà annoncé que de toute façon ils se regrouperaient sous une autre appellation un petit peu plus loin. Donc, on a juste l'impression que c'est du donnant-donnant sur d'autres dissolutions ou de demandes de dissolution, comme pour répondre quelque part à un besoin d'équité sur ces sujets. Le facteur numéro 1, c'est que pour l'instant, ce mouvement met aussi sur la place publique des sujets environnementaux qui pour l'instant n'existaient pas. D'accord. Non, mais attendez, on peut pas. Ce que dit David Marguerite tout à l'heure, mettre sur la place publique en fait des sujets, c'est une chose. Après, l'urgence ne justifie pas forcément la violence, en tout cas aux yeux de certains. Et elle dessert la cause d'ailleurs. Non, mais est-ce que Jean-Luc Benamias, je vais prendre un exemple. Je vais grossir le trait. Parlez bien dans le micro, Jean-Luc. Oui, pardon. Quand le principal syndicat paysan qui s'appelle la FNSEA et ses fédérations départementales, vous les connaissez très bien, les FDSEA, manifestent devant des préfectures. En version du Lisier, des choses comme ça. Il y a des actions symboliques, mais il n'y a pas de fait de violence à l'égard des personnes. Il faut poser la question aux gendarmes et aux policiers qui encadrent ces manifestations. On ne peut pas mettre sur le même plan la FNSEA et les militants extrémistes du soulèvement de la terre. Mais je ne les mets pas sur le même plan, je les mets sur le même plan que je pense que c'est des syndicats extrêmement responsables, mais localement devant certaines préfectures, les violences que nous voyons et que nous voyons régulièrement sont des violences extrêmement fortes. Enfin, je vous invente rien. Non, mais il faut pas déporter le sujet. Alors comment? Non, mais si. Parce que non, mais Jean-Luc Benamias, attendez. Jean-Luc, personne n'a jamais proposé de dissoudre la FNSEA. Non, mais oui, mais d'accord. Attendez, ça n'a rien à voir. On n'oserait pas. Ça n'a rien à voir. Mais je vous parlais de la confédération. Non, mais vous avez raison. Mais vous avez raison de parler de ça. Non, mais comment fait-on? Que peut-on faire dans ces conditions face aux radicaux qui sont à l'intérieur de ces mouvements? C'est ça la question, non? On ne peut pas les nier. C'est ça la question, non? Ou alors on laisse faire. On laisse faire à tous les niveaux. Mais attendez, si je vous écoute, on laisse faire à l'extrême droite, à l'extrême gauche, les ultras, etc. Je n'ai absolument pas dit ça. Non mais attendez, c'est les associations de supporters, c'est la même chose. Nicolas Corato, qu'est-ce que vous faites avec les violents en fait des associations de supporters? Vous faites la même chose, c'est la liberté d'aller casser. C'est intéressant, Patrick, c'est la même chose. À chaque fois qu'on parle, qu'on essaie de parler de sujets qui peuvent être radicaux dans le débat politique, et ils le sont. On est dans un sujet radical. Il s'agit de changer de société. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont bien entendu contre.
Vous nous renvoyez toujours à la violence. Non mais vous, c'est un vous global, collectif. Et est-ce que vous condamnez les violences? Mais bien sûr qu'on condamne les violences. Ouais. On a toujours condamné les violences et on est toujours pour le respect de l'ordre public. C'est bien de condamner, mais maintenant derrière, mais en même temps, si ces violences s'expriment, moi je veux bien qu'on règle ça uniquement par du bleu et des forces de l'ordre et de la dissolution et de la contrainte. Il va falloir quand même se poser la question de pourquoi est-ce que ces violences s'expriment, pourquoi elles s'expriment dans l'espace public et pourquoi est-ce que ces jeunes ou moins jeunes gens continuent malgré tout à avoir des actions qui effectivement sont au bord de la légalité. Oui, ça pose une question. Non mais attention à pas les justifier quand même. Parce que là, il y a des trafics de drogue, il y a de la violence partout et ça existe. Mais oui, bien sûr. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le sujet aujourd'hui, c'est que il y a une forme de violence dans ce débat, ce débat sur le changement climatique, il est nécessairement violent. Il est violent politiquement parce qu'il vient bousculer toutes nos idées reçues. Et effectivement, il va falloir changer de paradigme. Et ça, c'est quasiment un viol collectif. Pardonne-moi de l'expression, mais effectivement, on est au bout de notre pacte social. Donc effectivement, ça s'exprime violemment. Et ça s'exprime violemment des deux côtés. Du côté de ceux qui défendent un changement radical de société, comme du côté de ceux qui veulent rester. Regardez les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est parti de quoi ? C'est parti aussi d'une réaction face à cette taxation sur le changement climatique. Ça n'a pas été un mouvement pacifique, le mouvement des Gilets jaunes. Bon, et ben voilà, on est effectivement... Et c'était la suite, rappelez-vous bien, des bonnets rouges en Bretagne pour exactement les mêmes raisons quelques années avant. Et donc, il y a quand même un problème politique à régler avant de renvoyer les gens à leur niveau de violence. Bon, donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler au sein des associations pour qu'il y ait, entre guillemets, un peu de nettoyage, peut-être aussi, plutôt que de les dissoudre. Non, si je peux donner un exemple, Patrick. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et la violence, elle s'exprime à l'égard des agriculteurs qui voient détruire le fruit de leur travail. C'est une violence considérable. C'est des agriculteurs face à d'autres agriculteurs. C'est ce que j'essaie de vous exprimer. Christine Boyot. Pas toujours. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'intérieur même de ces mouvements-là, il y a effectivement aussi des débats autour de cette notion de qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Je prends l'exemple du mouvement qui a eu lieu à Vendine, à la limite du Tarn et à Haute-Garonne, au sujet de l'autoroute, du projet d'autoroute A69. On a annoncé dans la foulée de ce qui s'était passé à Sainte-Soline un week-end de tous les dangers, de tous les excès, etc. Bon, il y a eu en amont beaucoup de travail, de pédagogie, de discussion entre les forces de l'ordre, la préfecture, les gendarmes pour savoir comment on organisait tout ça. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de débordement, les quelques personnalités, parce que comme dans d'autres mouvements, pardonnez-moi, mais c'est aussi infiltré par des black blocs, des gens qui viennent aussi pour en découdre, donc ils sont aussi eux-mêmes victimes, enfin je parle je dis les mouvements et les associations qui défendent une cause et qui ont le droit de la défendre, ils sont eux-mêmes victimes d'éléments dits radicaux et qui viennent mettre le bazar parce que c'est dans leur façon de fonctionner, mais du coup ça effectivement peut poser problème sur la crédibilité du mouvement derrière. Absolument. Donc, on a vu quand même que sur certains mouvements et sur cette action-là, alors que cette dissolution-là est demandée. Et sur ce week-end-là, ça s'était très bien passé. Là, à Lyon-Turin, ça s'est pas bien passé, etc., etc. Donc, je pense que c'est une mauvaise réponse à une situation où les gens demandent plus encore de discussion, de pédagogie, de pouvoir être dans les sujets, dans les projets et de comprendre aussi ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc, je suis pas sûr que légalement de demander la dissolution aujourd'hui, ce soit du soulèvement de la terre, ce soit la bonne réponse parce que ça va se reformer autrement de toute façon. Ouais. Voilà. En tout cas, Olivier Véran a confirmé aujourd'hui la prochaine dissolution des soulèvements de la terre, ce sera demain en Conseil des ministres. On va continuer d'échanger entre nous, évidemment. Mettez-vous d'accord, c'est pas forcément évident. Vous pouvez réagir aussi d'ailleurs de votre côté, mais c'est tout à fait normal, c'est le débat, le clivage. On va parler aussi d'une contre-circulaire du syndicat de la magistrature qui a été publiée sur son site. Je sais que ça a beaucoup fait réagir. Et puis aussi l'agression à Bordeaux, on y reviendra tout à l'heure, ensauvagement ou pas, là, avec ce qui s'est passé. Il est 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio. Bonjour, c'est Cécile de Ménibus. Vous êtes déjà à 800 000 et vous êtes abonné sur notre chaîne YouTube de Sud Radio. En tout cas, merci de cette fidélité et continuez de nous écouter. Projet. Et il est 9h33, les débats continuent. Mettez-vous d'accord, évidemment. Christine Bouillot, Jean-Luc Benamias, Nicolas Corato et David Marguerite. Nous avons évoqué, et il y avait beaucoup de débats sur la dissolution des soulèvements de la terre. Ce sera demain en Conseil des ministres. A priori, ça a été confirmé par Olivier Véran. Dans un instant, on va parler de ce qui s'est passé à Bordeaux avec Christine Bouillot, qui est notre grande correspondante Sud Radio dans tout le Sud-Ouest. Mais David Marguerite, avec vous êtes vice-président de la région Normandie, président d'agglomération du Cotentin. Vous voulez
voulais revenir sur la contre-circulaire, hein, entre guillemets, hein, puisque c'est pas quelque chose Il d'officiel. l'appelle comme tel d'ailleurs. Du syndicat de la magistrature qui a été publié sur son site. Racontez-nous. Hein, Oui, en effet. Alors c'est Bruno Retailleau qui nous le rapporte dans une tribune qui a été publiée dimanche dernier dans le JDD. Et enfin, c'est un fait quand même assez insupportable. Le syndicat de la magistrature, qui en principe est là pour défendre des intérêts professionnels, a publié ce qu'il appelle lui-même une contre-circulaire, dans lequel on retrouve tous les éléments, une sorte de guide pratique, un vade-mecum de l'impunité, parce que c'est une réponse en fait à une instruction du garde des Sceaux du mois de mars, qui après les faits dans les manifestations, des Black Blocs en particulier, a expliqué comment on devait faire pour procéder à des gardes à vue, etc. Dans cette contre-circulaire, les magistrats du syndicat de la magistrature expliquent comment on fait pour lever une garde à vue le plus rapidement possible, comment on fait pour engager des procédures à l'égard des forces de l'ordre, comment on fait et quels conseils on peut donner aux magistrats pour prononcer des relax. Bref, je le disais, un guide pratique de l'impunité. Moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire, c'est le syndicat de la magistrature est en état de récidive. On le sait, c'est un syndicat partisan, ultra politisé. On se rappelle tous de l'affaire du mur des cons. Ouais. On se rappelle également le tort que peut faire ce syndicat à l'image de la justice, à sa neutralité et à son indépendance. Et donc à la confiance dans la justice pour nos concitoyens. Parce que nos concitoyens qui regardent ça, qu'est-ce qu'ils se disent finalement? Ils se disent, est-ce que lorsqu'ils ont affaire à la justice, ils vont avoir le droit à une justice impartiale? Et puis ce qui m'étonne aussi dans cette affaire, c'est que le ministre donne une instruction qu'elle est par un syndicat professionnel totalement contournée, avec des consignes qui sont très précises et qui sont données aux différentes juridictions. Moi, je m'étonne. Je me dis quand même, on peut tous être d'accord ici pour se dire qu'un syndicat, il est là pour défendre des intérêts professionnels. Il est certainement pas là pour expliquer comment le droit doit s'appliquer dans les tribunaux. Donc cette contre-circulaire telle qu'elle est appelée sur leur site, moi, me semble absolument inacceptable. Elle appelle une réaction forte, me semble-t-il, qui n'a pas eu lieu, sauf erreur de ma part. Une dissolution. Alors, certainement pas une dissolution. Il n'y a pas de fait de violence. Il n'y a pas de fait de violence, mais il y a une dérive quand même syndicale, je le rappelle. Un syndicat défend des intérêts professionnels. Il n'est pas là pour être partisan et donner des consignes aux différentes juridictions en lieu et place du garde des Sceaux qui se retrouve complètement contourné dans cette affaire. J'aime beaucoup la définition que vous donnez de la liberté syndicale, qui est une définition très personnelle. La défense des intérêts professionnels. Oui, ben non, c'est pas ça, un syndicat. Ben non, la liberté syndicale, monsieur, depuis le 19e siècle. Qu'est-ce que vous faites de l'indépendance de la justice? Ça n'est pas qu'une défense de corporatisme. Et justement, réduire les syndicats au corporatisme, à mon avis, c'est dangereux. Donc le rôle d'un syndicat de magistrat. Ça prouve bien l'image que votre camp a de la société française. Finalement, une somme d'intérêts individuels et parfois antinomiques. La liberté syndicale, c'est aussi celle de parler de tous les sujets et d'invoquer tous les sujets. Quand vous êtes un syndicat de la magistrature, vous avez le droit de donner votre avis sur les libertés publiques et les libertés individuelles. Vous avez le droit de donner des conseils à vos adhérents sur la manière dont ils pourraient exercer leur métier dans le cadre que vous estimez le plus favorable à la protection des libertés individuelles. Donc vous voyez, ce mécanisme politique qui consiste à nous dire finalement la liberté syndicale, ça devrait se limiter à demander un peu plus d'argent, parler de vos conditions de travail, mais ne parlez pas de politique. Ne parlez pas de politique. C'est le message que vous envoyez. La politique ne vous est pas réservée, messieurs. La politique n'est pas réservée à monsieur Retailleau. Les syndicalistes ont le droit de faire la politique. Et monsieur Martinez, madame Binet, monsieur et les gens de la CFDT ont aussi le droit de parler de politique. Non mais là, on n'est pas du tout dans le cadre d'un avis politique. On est dans le cadre d'une contre-circulaire qui explique aux magistrats comment lever les gardes à vue, comment lever les gardes à vue, comment lever les gardes à vue d'une part et comment lancer des procédures à l'égard des forces de l'ordre qui ont quand même été mises, c'est le moins qu'on puisse dire, à rude épreuve dans les manifestations. Mais quel message est envoyé? Monsieur. Est-ce que ça ne vous choque pas que la justice puisse être à ce point politisée dans notre pays? Ça ne me choque pas que les syndicats fassent leur métier. Mais c'est pas du tout le rôle d'un syndicat de magistrats. Et là, on est absolument en désaccord. On est en désaccord avec la Constitution, monsieur. Pas du tout. Toute la question après, c'est de savoir est-ce que c'est dans la légalité par rapport en fait à leur métier de magistrat, bien sûr, sur l'application. Je prends le cas des gardes à vue. Jean-Luc Benamias. Il y a eu dans ces 14, 15, 16 manifestations contre la loi sur les retraites, que je n'appelle pas réforme, des dizaines de milliers de gardes à vue. Le rôle des magistrats, mais le rôle des avocats est à peu près le même à ce niveau-là, en différence, mais c'est parallèle. C'est quand même de voir quels sont sur... Allez, je vais donner un chiffre. Je pense que 90% des gardes à vue, les gens qui étaient mis en garde à vue sont sortis sans strictement rien, sans avoir été accusés de quoi que ce soit. C'est bien le rôle des magistrats
comme celui des avocats, de voir dans ces cas-là quelles sont les déviances qui ont eu lieu par rapport à ces gardes à vue. Tout ce qui dans est... l'exercice du jugement qu'il rend, mais pas dans un message qui est envoyé à toutes les juridictions pour dire comment quand même poursuivre les policiers. Parce que c'est quand même ça qu'il y a dans le texte. Comment on poursuit les policiers. À leurs adhérents. Publié sur le site et envoyé à toutes les... Mais vous croyez que les syndicats de policiers font pas la même chose? Envoyé à tout. Mais ils ne rendent pas la justice. Là, c'est quand même... Qu'est-ce qu'un citoyen... Je n'ai pas vu de message, en fait, de syndicats de policiers s'attaquant aux magistrats en tant que tel, non? Le problème de la police, c'est la justice. C'était pas une attaque contre les magistrats. Devant l'Assemblée nationale, rappelez-vous la manifestation. Vous avez la mémoire sélective, Patrick, sur ce sujet. Non, mais s'attaquant directement à travers... Bah si, devant l'Assemblée nationale, manifestation, les syndicats de policiers, avec beaucoup de politiques d'ailleurs qui étaient là. Ils avaient pour un certain nombre d'entre eux largement tort. Quelle était la réponse du syndicat Alliance de la police? C'était notre problème en France, c'est la justice. Et pas les magistrats de l'application de la loi. C'était l'application de la loi. L'ensemble des syndicats, l'ensemble des représentants de la magistrature. C'était ça l'attaque directe faite par ce syndicat. Non mais là vous confondez le fait qu'on puisse s'exprimer par voie de communiqué de presse, exprimer des désaccords, etc. avec une contre-circulaire qui est quand même... C'est un communiqué de presse. Mais c'est pas du tout le cas. Regardez, il est étayé. Vous l'avez lu? Écoutez, il faut vous détendre avec les magistrats. Il faut que votre camp se détende avec les magistrats. C'est pas grave, l'affaire Sarkozy a été jugée. Passez à autre chose, tournez la page, laissez les magistrats juger. C'est pas une question de camp politique, c'est une question de neutralité de la justice et de son indépendance. Et de le fait qu'un concitoyen qui se retrouve aujourd'hui devant une juridiction puisse se dire qu'il n'a pas affaire à un magistrat politisé et partisan et que la justice qui sera rendue sera une justice neutre, juste et équitable. Bon, on aura du mal à vous mettre d'accord sur ce sujet. Dans un instant, on va continuer. Christine Bouillot va avoir la parole pour revenir sur cette agression hier à Bordeaux et la vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. On en parle dans un instant. Il est 10h-20 sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Patrick Roger. Mettez-vous d'accord, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, qui a doublé ses cotisations grâce à Darmanin, c'est ce qu'il disait en fait tout à l'heure. Non mais oui, voilà, c'est ça, nombre d'adhérents. Voilà. Avec adhérents et cotisants aussi dans ces conditions. Parlez bien à côté du micro, mon cher. Cotisants, oui. On ne cotise pas on paye même lourd, si on a envie de payer lourd. Bon, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et David Marguerite, vice-président de la région Normandie, président de l'agglomération du Cotentin, et Christine Bouillot, donc notre correspondante dans le Grand Sud-Ouest. Christine, avec vous, on revient sur cette vidéo, donc pas que cette vidéo, mais c'est la vidéo qui montre effectivement cette agression d'une septuagénaire et de sa petite fille là hier. C'est très violent évidemment à l'entrée d'un hall d'immeuble du côté de Bordeaux, cours de la Martinique, je crois en fait. Oui, en plein cœur de Bordeaux. Donc une vidéo qui a été relayée par la famille de cette grand-mère et de sa petite fille. Alors pour signe que la vidéo a suscité une très vive émotion, mais surtout effectivement montre une violence inouïe dans cette agression, c'est que même le préfet de la Nouvelle-Aquitaine hier soir s'est fendu d'un communiqué sur son fil Twitter pour expliquer les faits. Donc on est lundi en fin d'après-midi et on voit sur cette vidéo qui est en fait la vidéo de la caméra de la boîte aux lettres, de l'entrée de l'immeuble, de surveillance de l'immeuble. On voit cette grand-mère qui sort avec sa petite fille qui visiblement regarde et un individu qui est un petit peu plus loin qui les regarde aussi. Les deux personnes rentrent dans leur immeuble et l'homme se jette sur elle, fait sortir la grand-mère d'une violence incroyable, elle jette par terre, jette la petite fille. Et la petite fille aussi. Et elle jette les deux personnes et visiblement il cherche quelque chose. Alors, à ce jour, ce que l'on sait, c'est que déjà, à 10h30 tout à l'heure, Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, va donner une conférence de presse, puisqu'évidemment, tout le monde s'est emparé de ce sujet pour demander plus de moyens et voir comment endiguer la violence qu'il y a actuellement. Ce que l'on sait également, c'est que l'homme a été interpellé à peu près 1h15 après les faits, 18h40, pas très loin grâce à la vidéo, justement. Grâce à la vidéo, parce qu'en fait, les forces de police le connaissent très bien l'individu. Il a été interpellé une vingtaine de fois, un petit peu plus. Et donc, c'est un Bordelais, il est âgé de 30 ans, il est né à Bordeaux. Il s'agit d'un homme qui est sans domicile fixe, déjà connu, nous dit-on, de nombreuses affaires, notamment liées aux stupéfiants. Il avait été interpellé avec 45 grammes de résine de cannabis et s'était vu remettre une convocation en justice pour le 29 juin prochain. Et lors de l'agression, selon les policiers, il aurait volé la chaîne de cou de la grand-mère et souffrirait également de troubles psychiatriques. La petite fille, elle, pour l'instant, va plutôt pas trop mal. Mais la personne âgée, sa grand-mère, elle a été hospitalisée dans un état de choc, évidemment. C'est une agression qui est effectivement absolument incroyablement violente, parce que les images le sont, parce que cet enfant
est projeté avec sa grand-mère par terre parce que l'homme n'a absolument aucune retenue et ça suscite énormément de réactions. Les élus du RN s'en sont emparés dès hier, mais là l'émotion continue de monter de ce côté également de l'opinion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bordeaux, il y a effectivement des chiffres de la délinquance qui sont anormalement élevés pour une ville que l'on pensait plutôt épargnée, entre guillemets. Les chiffres, les derniers, c'est plus 12% pour la ville de Bordeaux. Et donc, de nombreux élus demandent à la municipalité, à Pierre Urmic, à ses colistiers, de durcir, en tous les cas, de trouver une parade à cette montée de la violence dans les rues de Bordeaux, qui aujourd'hui, effectivement, interroge sur plusieurs aspects, parce qu'on pensait que, comme d'autres villes, un petit peu périphériques, un petit peu épargnées, on pensait que ce phénomène était réservé à Marseille, à Lyon, à Toulouse et dans certains quartiers, bien sûr à Paris, mais on pensait pas que Bordeaux soit touché à son tour. Donc très intéressant ce que va dire Pierre Urmic tout à l'heure, et sans doute qu'il va demander des moyens supplémentaires au ministre de l'Intérieur, de policiers, et que on va se renvoyer un petit peu la balle. C'est ça le risque aussi, entre les uns et les autres. Que faisait cet individu dehors? Ça aussi c'est une vraie question. Le profil judiciaire, enfin le suivi judiciaire sera également sur le sujet, en tous les cas sur la place, et sera interrogé pour savoir pourquoi il était dehors. Est-ce qu'il devait être ailleurs que dans la rue en attendant son jugement? Tout ça, ça reste à éclaircir. Ouais, on va demander au syndicat de la magistrature alors pourquoi il était dehors, Nicolas Corato ou David Marguerite. David Marguerite. Une réaction. Bon, déjà, en effet, Christine le disait, les images sont d'une violence inouïe. Je pense que plus personne aujourd'hui ne peut affirmer dans le pays que l'insécurité est un sentiment. C'est une réalité quotidienne que vivent un grand nombre de nos concitoyens. On cite l'exemple de Bordeaux. On aurait Vous, dans le Cotentin, le Cotentin est relativement plutôt épargné. Épargné, calme, quoi, en fait. C'est un territoire, en effet, plutôt épargné. Alors, on veille toujours à ce que ça reste le cas, puisque des situations comme celle de Nantes ont dérapé très rapidement. Ah oui, Nantes, bien sûr. Et à Alençon, même quand on va en Normandie. Et même à Alençon, donc il faut rester toujours vigilant. Moi, on parlait de la justice tout à l'heure. On sait qu'un grand nombre de nos concitoyens, je crois que le chiffre c'est 65%, attendent de la justice qu'elle soit plus sévère, que l'impunité elle soit en effet zéro. Je sais pas si vous avez entendu il y a quelques jours les déclarations d'une adjointe au maire de Bordeaux qui était sidérante. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration où elle explique, mais oui, l'insécurité, elle disait l'insécurité est partout, moi-même je me suis fait agresser, bon, je ne sais pas trop ce qu'on peut y faire, il faudra du temps, avec un sentiment d'impuissance terrible, d'impuissance qui d'ailleurs est condamnée par nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui finalement, qu'est-ce qui explique en partie qu'ils se détournent des élus, c'est qu'ils ont le sentiment que les élus n'ont plus de prise sur le réel, et notamment sur la situation d'insécurité qu'ils vivent. Pas du tout dans le sentiment de dire il faut récupérer cette affaire, etc. Mais cette affaire, c'est quand même une alerte de plus pour dire ça suffit le laxisme, ça suffit l'impunité, la récidive. Alors on parlait de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, il y a eu les peines planchées, j'imagine que vous n'allez pas être d'accord, mais il y avait des mesures qui étaient prises pour dire on vit dans une société qui en effet est parfois violente, qui l'est de plus en plus. On voit la violence sur les réseaux sociaux qui a maintenant des traductions très concrètes. On n'est pas épargné, c'est une violence qui est en plein jour. Dans des quartiers qui sont a priori jusqu'ici plutôt tranquilles. Donc ce que l'on vit aujourd'hui appelle une réponse très forte, pas simplement des déclarations ou des indignations qui ne peuvent pas suffire en l'espèce, mais je crois une prise de conscience collective que ça suffit, quoi. Je précise juste une dernière chose sur l'aspect, alors parce qu'on va demander ce que cet individu fait dehors. Il faut savoir qu'en ce moment, il s'est passé ces dernières semaines du côté de Bordeaux à Gradignan, c'est que le directeur de la prison de Gradignan, cette maison d'arrêt, avec évidemment l'aval, puisque de toute façon il pouvait plus faire autrement, a fait un stop écrou, c'est-à-dire pendant plusieurs semaines on refusait d'accueillir de nouveaux détenus, la prison étant sursaturation comme jamais, c'est jamais arrivé en France, donc c'est passé un peu en dehors des radars. Nous on en a parlé parce que c'est effectivement un sujet qui est extrêmement grave, donc ça veut dire aussi que toute la machine pénale autour des sujets, celui-là par exemple, que faisait l'individu dehors, il est soufflé de troubles psychiatriques, on va découvrir tout un tas de je suis persuadé, de failles et de carences qui vont expliquer pourquoi il se retrouve à cet endroit et qu'il est obligé, en tous les cas, qu'on le voit se jeter comme ça sur cette femme. Et Jean-Luc Benamias. En deux mots d'abord, effectivement, les images sont absolument infectes. Enfin, c'est scandaleux. Un point quand même sur le fait que ces individus soient dehors. Je pense qu'il n'y a pas que la réponse pénale. Moi, je m'inquiète aussi beaucoup, et c'est la saison,
par exemple des fermetures de lits pendant l'été dans les hôpitaux psychiatriques. On voit il y en a qui ne sont même pas dans les hôpitaux psychiatriques, qui devraient y être. On voit beaucoup de toxicomanes qui n'ont rien à faire dans la rue, qui étaient en cure ou en soins, sortir parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux psychiatriques. Donc nos rues aussi sont remplies de gens qui ont besoin d'accompagnement, qu'il soit pénal, de sanctions pénales, ou hospitalières ou médicales. Moi, je suis très inquiet de la multiplication dans l'espace public d'apparitions de toxicomanes qui manifestement sont sans aucun suivi, sont livrés à eux-mêmes et donc nécessairement vont aller chercher la chaîne de la grand-mère pour aller acheter la barrette de shit ou je ne sais quoi. Il faut quand même qu'on prenne un enjeu un peu global de ce sujet. Je ne vais pas refaire le truc sur la précarisation et la pauvreté, c'est pas le sujet. Mais pour être très concret, il y a la réponse pénale, mais il y a aussi les réponses sociales, la réponse hospitalière. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans nos rues. Jean-Luc Benamias. Les problèmes sont extrêmement compliqué à ce niveau-là. Parce que, évidemment, le milieu psychiatrique est un milieu en déshérence. Je dis pas ça pour les salariés, je dis ça pour l'ensemble du milieu psychiatrique. Il n'y a pas assez de place, et j'aimerais pas être à la place des aides-soignants, des infirmières en psychiatrie, parce que on est soi-même mis en prison, un peu comme les matons, quoi. C'est des métiers, je crois, même policier, c'est plus simple. Après, l'absence, que peut faire le maire ? Quel que soit le maire. En dehors de dire j'ai besoin de moyens supplémentaires pour ma police municipale. Oui, la police municipale. Et puis il y a les messages qu'on peut envoyer. Alors, aussi. Les messages à Bordeaux sont quand même pas des messages qui sont des messages de grande fermeté. Jean-Luc Benamias, il y a en fait, et là il y a un débat qui va revenir. Non mais justement parce que vous dites que peut faire le maire, je vous réponds, puisque bon, il y a la vidéosurveillance notamment, qui peut aussi intervenir. Là s'il n'y avait pas eu la vidéo, on n'aurait pas reconnu. Et les maires socialistes sont les premiers en fait aujourd'hui à mettre la vidéosurveillance et à la réclamer dans leur ville. Mais la vidéosurveillance, oui, mais elle interviendra mais bon. Jean-Luc, je vous laisse. Pour l'après, la vidéosurveillance ne peut jamais intervenir immédiatement. Quand vous avez 200 caméras, 200 écrans, globalement, et qu'il n'y a pas assez de policiers. Mais vous savez plus ce qui se passe. Attendez, Jean-Luc Benamias. Non mais évidemment, vous dites ça, en fait, des caméras et qui servent à quelque chose. À la ville de Libourne, qui est juste à côté de Bordeaux, qu'est-ce qu'elle a fait à Bordeaux? Eh bien, il y a des caméras de vidéo. C'est un maire socialiste. Il y a des caméras de vidéosurveillance et on a mis dans la ville. Moi, j'ai été très surpris par ça. On a mis dans la ville des petits combinés pour rappeler en fait immédiatement quand on voit une agression, etc. Non mais bien sûr, mais c'est parce que la population ne pouvait plus se déplacer parce qu'ils ont peur. Est-ce que je dis le contraire? Mais je vous dis ça. Je dis que il nous faut des policiers municipaux en plus grand nombre. Il nous faut des policiers de proximité. On a abandonné tout cela. Et il n'y en a pas assez. Et donc, chaque ville, quel que soit le maire, quelle que soit la mairesse, chaque ville demande cela. Qu'on soit élu vert, qu'on soit élu insoumis, qu'on soit élu de droite ou de la gauche social-démocrate, c'est exactement la même chose. Mais non, il y a des contre-exemples de réussite. Vous avez cité Libourne, il y a l'exemple d'Orléans. Orléans, il y a 15 ans, était une zone de non-droit. C'était une ville... il y a encore des quartiers qui sont pas... Mais c'était très compliqué. Qu'a fait le maire ? En effet, il a renforcé les effectifs de la police municipale, il a mis en place de la vidéoprotection, il a revu... Alors, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un maire LR, je le connais pas. Un peu dissident. Je le connais pas, mais c'est un exemple qu'on cite souvent en référence parce que, en définitive, avec une politique d'urbanisme qui est adaptée, avec de la vidéoprotection, avec des renforcements de la moyenne de la police municipale. Donc je suis pas d'accord avec Jean-Luc Benamias quand il dit que peut faire le maire, finalement, pas grand-chose. Mais si, parce que je viens de dire le contraire. Mais oui, mais vous avez dit que peut faire le maire, c'est assez relatif. Je dis que toutes les mairies le font. Avec des résultats qui sont quand même très différents. Donc il faut... Ça dépend des villes. Bien sûr. Quand vous gérez Nantes, comme Marseille, c'est plus compliqué. Mais Nantes ne se retrouve pas dans la situation dégradée alors qu'elle était en tête de tous les indicateurs il y a 10 ans. Par hasard, il y a aussi quand même une responsabilité locale et on ne peut pas considérer que les élus locaux soient exempts de toute responsabilité dans cette affaire. Nicolas Corato. Oui, peut-être sur ce sujet, les vidéoprotections, enfin les pouvoirs du maire, vidéoprotection, vidéosurveillance, police municipale. Franchement, on a dépensé des milliards d'euros dans ce pays en vidéosurveillance pour mieux élucider les affaires. Et tant mieux. Mais cet argent-là, on l'a pas mis dans la montée en charge des effectifs de police nationale. Pardonnez-moi, sur ces sujets-là, vous parliez de la police de proximité. Pourquoi est-ce que cette personne est connue des services de police, mais qui le voit dans la rue ?
qui sont les îlotés qui sont à son contact? Qui est-ce qu'il voit comme représentant de la force publique qui peut éventuellement faire en sorte qu'il ne passe pas à l'acte? Il y a un moment dans ce pays, on peut pas tout faire. La ville de Nîmes est une des villes les mieux dotées en termes de police municipale. C'est une des villes qui a les moins bons résultats en termes de délinquance. Ouais. Donc, il faut aussi qu'on fasse le bilan de nos politiques de sécurité. La police municipale, la vidéosurveillance, c'est pas la panacée. Il y a un moment où il faut des enquêteurs de la police nationale, il faut des îlotiers qui soient liés à un pouvoir préfectoral et pas uniquement municipal. C'est complémentaire. Non, mais c'est complémentaire, mais c'est pas vrai parce que vous éparpillez les moyens. Vous éparpillez les moyens pour faire la politique locale. Ce qui change dans cette affaire. Pour faire la politique locale, et c'est pas les effectifs. On arrive au terme de l'émission. On continuera les débats. Mettez-vous d'accord. Merci beaucoup à tous les quatre. Christine Bouillot, Jean-Luc Benamias, Nicolas Corato, David Marguerite. On poursuivra le débat. J'imagine qu'on y reviendra, par exemple, dans les vraies voix, en fait, ce soir ou tout à l'heure, peut-être aussi avec Jean-Jacques Bourdin de 10h30 à 12h30 sur tous les sujets, évidemment, dans l'actualité chez André Berkoff. Passez une bonne journée. Je vous retrouve demain matin. Valérie Expert sera là aussi. Promis. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.